quelques mots, je voulais préciser un peu cette question du thème de la journée, la question de la résistance, et ensuite présenter le programme et les intervenants. Alors pourquoi ce thème? En fait, il y a quelques années, encore jusqu'à il y a quelques années, quand on commençait les journées de triage, il est toujours coutume de préciser le contexte dans lequel s'inscrivaient les politiques de lutte contre les violences sexuelles, contexte dans lequel s'inscrit l'activité des triages. Et quand on présentait ce contexte des politiques publiques, on parlait nécessairement de politiques publiques axées sur la question de la récidive, de la lutte contre la récidive des délinquants et des criminels sexuels, avec une préoccupation majeure autour de la question de la dangerosité. Cette politique publique, elle a été à l'œuvre en France dans la seconde moitié des années 90 et essentiellement dans les années 2000. Et c'est une politique publique qui a été rythmée, justifiée par la médiatisation d'un ensemble de faits divers dans lesquels des personnes commettaient des crimes ou des délits à l'encontre souvent de personnes mineures et des personnes qui n'étaient pas dans leur entourage. Cette figure-là, c'est une figure que certains sociologues appellent le sexe psychopathe, le psychopathe sexuel, c'est-à-dire cette vision du meurtrier, du violeur inconnu qui vient, sur une logique de prédation, enlever ses victimes ou chercher ses victimes en dehors de son entourage. Autour de cette politique publique, ce qui est important à dire, c'est qu'il y avait quand même un paradigme implicite de ce qu'était la criminalité sexuelle, et ce paradigme, on peut le qualifier de médical, entre guillemets. Non pas que ce soit des médecins qui construisaient cette figure-là, mais parce que dominait dans la politique publique cette idée que les criminels ou les délinquants sexuels étaient des délinquants à part, des anormaux, des personnes qui, quelque part, ne pouvaient pas s'empêcher d'agir et qui, en fait, dans leur action, mettaient en œuvre des mécanismes un peu mystérieux, souvent soit biologiques, soit profondément psychologiques, et que, à ce titre, leur action méritait un traitement spécifique par rapport aux autres délinquants. C'est pourquoi les politiques publiques, outre une sévérité accrue, des mesures de surveillance accrues, ont articulé ensuite des mesures de ce qu'on appelle des soins pénalement ordonnés, l'injonction de soins qui a été mise en œuvre à partir de 1998 dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, mais plus prosaïquement dans l'activité quotidienne des tribunaux, l'explosion des expertises, des obligations de soins, et puis ensuite l'augmentation conséquente des injonctions de soins. Alors je dis médical entre guillemets, parce que quelque part dans cette logique-là, le traitement était un peu un alibi, souvent pour mener une politique essentiellement sécuritaire. La prévention, le traitement, dans l'esprit des politiques publiques, était en réalité un pessimisme pénal. C'est-à-dire que derrière cette idée-là, derrière ces politiques, dominait l'idée que rien ne pouvait changer. Et que l'enjeu, chez ces criminels, c'était véritablement de les surveiller et de mettre tout en œuvre dans le cadre de la loi, de la Constitution, pour pouvoir surveiller jusqu'au bout ces délinquants, puisque quand il y avait des récidives qui étaient commis, il y avait effectivement une grande mobilisation médiatique, politique, avec aussi une peur parfois du personnel politique, aussi des professionnels concernés qui parfois étaient pointés du doigt. Les CEPIP ont été pointés du doigt dans des affaires à la fin des années 2010, les soignants l'ont été autour de l'affaire Evrard, par exemple, en 2017. Donc en fait, cette lecture médicale, entre guillemets, était une lecture qui ne croyait pas au changement, qui ne croyait pas au fait que ces individus pouvaient changer. Et le paradoxe est là, c'est qu'en même temps que ces politiques étaient mises en place, un ensemble de professionnels dans les SPIP, dans le champ médical, les psychiatres, les psychologues, les infirmiers qui intervenaient en prison, s'engageaient sur cette question de la prise en charge de ces auteurs, mais dans une dynamique qui n'était pas pessimiste. C'est-à-dire des personnes qui ont mis en place de manière expérimentale des dispositifs, des prises en charge, étaient des professionnels qui, quand même, dans leur majorité, croyaient au changement. C'est-à-dire croyaient réellement que les patients, les probationnaires, dans ces prises en charge, pouvaient faire évoluer leur comportement. C'est pour ça que je me permets de parler du paradigme médical, entre guillemets, puisque dans la réalité, quand on regarde ce que faisaient les professionnels, ceux-là et celles-là auraient une visibilité, on va dire, beaucoup plus optimiste que l'esprit qui dominait les politiques pénales. Alors, cette question de la thérapie, de la prise en charge, elle mobilisait des modèles, on va dire, différents, mais avec des traits communs. On peut dire que globalement, la mise en place de dispositifs, de prise en charge, de mesures, était quand même dominée par la question de la récidive ou de la rechute, et était dominée par une logique d'évaluation, de volonté d'évaluation, qui est parfaitement compréhensible, dans l'idée qu'il fallait légitimer parfois ces dispositifs. Et autour de ça,
dans les débats dans le champ de la criminologie, de la sociologie, de la psychologie, des débats aussi naissaient autour de ce courant-là, qui s'inscrivait dans ce que les anglo-saxons appellent le what's work, c'est-à-dire ce qui marche, c'est-à-dire évaluer les dispositifs de changement, d'intervention sur les individus condamnés pour évaluer ce qui va marcher. Donc des interventions qui étaient conçues comme des traitements et des évaluations de ces traitements ou de ces interventions qui reposaient là aussi pour le coup sur un modèle d'évaluation qui était né dans le champ médical, notamment la valorisation des essais contrôlés randomisés pour évaluer ces dispositifs, alors pas forcément dans le contexte français, mais notamment dans le contexte anglo-saxon, un petit peu en France, et la mise en avant de méta-analyses pour analyser ce qui marchait, ce qui pouvait marcher comme dispositif. Alors les critiques par rapport à ce modèle-là sont nées, et ne sont pas forcément récentes, mais portaient sur plusieurs éléments. Cette focalisation sur la récidive et sur ce qui marche, notamment sur, on arrive à voir ce qui marche, c'est-à-dire les corrélations statistiques. Oui, ce dispositif fait qu'on peut évaluer le fait qu'il y ait peut-être moins de récidives, mais on ne sait pas forcément pourquoi ça marche, c'est-à-dire quels sont les éléments vraiment qui, dans cette prise en charge, expliquent les raisons du changement chez l'individu. Ça marche, mais on ne sait pas réellement les mécanismes des raisons pour lesquelles ça marche. D'autre part, ça a été dit tout à l'heure, c'est la surévaluation peut-être de l'importance des facteurs cognitivo-comportementaux par rapport à d'autres facteurs qui pouvaient aussi être alimentés autour de la question notamment des facteurs sociaux, interactionnels, etc. Et donc ce modèle-là, qui se rattache au paradigme de la gestion des risques, repose sur le postulat, et là je cite un sociologue qui s'appelle Marwan Mohamed, qui a coordonné un ouvrage sur les sorties de la délinquance en 2012, qui traite notamment cette question de la désistance, et il dit ce paradigme repose sur le postulat que les motivations individuelles, la dimension mentale, mais également l'action des agences pénales surdéterminent la réussite ou non des parcours délinquants. Voilà les critiques qui pouvaient être adressées en toute sincérité dans le débat scientifique, dans le débat sur ce genre d'approche, autour de ces questions du what's work et de techniques d'intervention, de traitement axées sur la question de la récidive ou de la rechute. L'autre critique, et là pas des moindres, c'est qu'en fait ces logiques du what's work reposaient sur des évaluations, mais des évaluations qui favorisaient ce qui était évaluable. Autrement dit, favorisaient l'évaluation des dispositifs très cadrés, très explicites, où les objectifs sont déterminés, il y a un calendrier d'intervention, parce que c'est plus facile à évaluer, et laissaient de côté peut-être d'autres types d'interventions plus qualitatives, plus dans le relationnel, qui peut-être sont tout aussi efficaces, mais sont impossibles ou très difficiles à évaluer. Et donc ça contribuait à visibiliser d'autres types d'interventions. Et là, je cite un criminologue nord-américain qui s'appelle Chad Laguna, qui, dans un article récent disponible en ligne sur la revue Criminologie, sur la désistance assistée, fait ce parallèle un peu ironique, alors bienveillant, parce que lui, il dit qu'il y a une utilité à ce type d'approche. Il dit, quand on évalue ce qui est évaluable, on n'est pas loin du parallèle avec l'ivrogne, qui cherche ses clés sous le lampadaire, non pas parce qu'il pense que c'est là qu'elles se trouvent, mais parce que c'est là où il y a de la lumière. Autrement dit, ce paradoxe parfois où on focalise l'attention sur des dimensions les plus visibles, les plus explicites, mais on laisse de côté un ensemble du champ social qui peuvent parfois expliquer aussi les processus de changement. Et les paras, pour nous, les PRIA, quand on intervient dans des situations, quand on supervise des situations, quand on a du recul après, les professionnels font état parfois de changements chez leurs patients, chez leurs probationnaires, qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Il y a des changements parfois aussi soudains qu'advenus, des changements parfois inattendus, et parfois aussi des changements négatifs, des gens qui parfois recommencent alors que tout se passait bien. Et donc on voit bien qu'il y a un enjeu autour de la compréhension du changement chez les individus qui se décale aussi de la question simple de l'intervention des acteurs spécialisés sur la question. D'où l'importance pour nous et l'intérêt, en tout cas, sur la notion de désistance, qui est un terme utilisé dans les pays anglo-saxons, mais je pense que les intervenants expliqueront ça mieux que moi sur l'origine et le contexte de ce terme-là, qui désigne globalement la question des parcours ou des processus de sortie de parcours de déviance, et plus particulièrement la question de la délinquance. Alors ce thème-là, cette thématique, cette approche s'inscrit dans une longue tradition de recherche qui veut penser le changement au-delà du point de vue des institutions pénales, décaler le regard, essayant de voir les trajectoires des individus au-delà de la simple focale de leur prise en charge pénale, y compris pour les individus qui ne sont jamais pris en charge par ces institutions, et penser le changement aussi des individus dans les différentes dimensions cognitives, comportementales, mais aussi dans leur environnement, dans le contexte institutionnel et le contexte sociétal dans lequel s'inscrit ce type de violence.
Donc c'est cette idée de décaler le regard à la fois dans sa dimension pluridimensionnelle du changement, mais aussi d'élargir la focale et de plus se concentrer sur la question, on va dire, du traitement, de l'intervention, soit sanitaire, soit pénale, soit judiciaire. Alors la question de la désistance, en particulier sur la question de la délinquance sexuelle ou des violences sexuelles, nous semblait intéressante, parce qu'elle permet aussi de penser la spécificité ou non de la délinquance sexuelle par rapport à d'autres types de délinquance ou de violences qui sont étudiées par les personnes qui traitent de la récidive ou de la délinquance. Le premier élément, la première spécificité, sans doute, c'est la question du fait que la délinquance sexuelle est d'abord une délinquance qui majoritairement est invisible. C'est une délinquance, quand on regarde les enquêtes qui sont faites, par l'enquête sur le contexte de la sexualité en France en 2006, l'enquête Virage, la récente en 2016-2020, qui montre que, globalement, quand même, majoritairement encore, la majorité des victimes de violences sexuelles, les personnes qui ont subi des violences sexuelles, ne parlent pas des faits autrement que, ne parlent pas des faits à leur entourage, ne parlent des faits à personne. Ce qui, quand même, montre qu'une part importante de cette violence-là est de fait invisible. Elle est invisible, elle est tue, elle est connue que de l'auteur et de la personne victime. Très peu portent plainte, une infime minorité des victimes portent plainte, ce qui fait que la perception qu'on a de cette délinquance est nécessairement biaisée. Elle ne peut pas être autrement. Et elle est d'autant plus biaisée quand on s'intéresse aux populations qui sont condamnées, qui sont une extrême sélection de l'ensemble des violences sexuelles. Dès lors, il paraît très compliqué de construire une théorie de la délinquance sexuelle, une approche globale de la délinquance sexuelle à partir du moment où on traite d'une population qui est une infime minorité des auteurs qui commettent ce type de violence. L'autre spécificité, c'est que la délinquance sexuelle est une délinquance de masse. Quand on regarde les enquêtes de victimation, on est sidéré par l'ampleur des violences, par l'ampleur des personnes qui déclarent avoir été victimes de ces violences-là. Et l'autre spécificité par rapport à ça, c'est que les contours de cette délinquance sont des contours contestés. Il y a des normes pénales, il y a des règles juridiques qui évoluent. Il n'empêche, quand on retrace l'histoire des violences sexuelles, le statut de violence, le statut même de déviance, le statut de délinquance de la violence sexuelle est constamment contesté par des mouvements sociaux, par des individus, par des discours, etc. Ce qui fait que peut-être par rapport à d'autres délinquances, où évidemment ces délinquances aussi peuvent être contestées, on pense à la délinquance en col blanc, la délinquance financière, qui n'est pas nécessairement reconnue comme de la délinquance, on va euphémiser souvent les termes sur cette délinquance, mais la délinquance sexuelle est une délinquance qui politiquement est constamment contestée. Il suffit de voir les réactions parfois quand des enquêtes sortent, notamment je pense à l'enquête nationale contre la violence envers les femmes en 2001, qui a été très violemment contestée dans ses résultats, dans les auteurs de cette étude qui ont été, on va dire, très attaqués ou fortement attaqués par un ensemble d'acteurs. Alors, quand on parle de ces spécificités-là, c'est que quand même, on regarde les histoires ou les approches des différentes délinquances, souvent les auteurs, les chercheurs, les chercheuses qui sont intéressés aux délinquances ont construit des théories de la délinquance. Et souvent, ces théories sont des théories régionales. Ce sont des théories qui s'appliquent à un type particulier de délinquance, mais qu'on ne peut pas nécessairement transposer dans d'autres formes de délinquance. On pense à tous les travaux, par exemple, sur la délinquance des jeunes, qui présentent, alors je caricature peut-être, mais ces délinquances comme essentiellement transitionnelles, éphémères, on va dire, enfin, éphémères au sens où ces délinquances s'estompent avec la courbe des âges, avec un ensemble de facteurs, même si cette courbe, on va dire, se rallonge de plus en plus. Et donc, la question qui peut se poser, c'est existe-t-il une théorie de la délinquance sexuelle ou peut-il exister une théorie de la délinquance sexuelle? Faut-il qu'il en existe une? Mais en tous les cas, de s'interroger sur est-ce que le fait d'élargir la focale, de s'intéresser à la désistance et plus seulement à la récidive, nous permettrait peut-être de construire une autre vision explicative de ce que serait la délinquance sexuelle. Alors, deux exemples là-dessus. Je fais un parallèle avec, par exemple, ce que disent deux sociologues, Laurent Bonelli et Fabien Carrier, sur la question des radicalités, donc sur les dossiers PJJ. Et je trouve que leur typologie est intéressante pour essayer de voir comment on peut penser la délinquance ou la déviance de manière spécifique. Si je fais le parallèle, si je transcris ce qu'ils disent sur la radicalité des violences, sur ce qu'on peut en faire sur les violences sexuelles, c'est de se poser la question de est-ce que la violence sexuelle dans le parcours d'un individu, dans son parcours de vie, est-ce un événement, quelque chose d'éphémère, d'accidentel entre guillemets, l'acte n'est pas accidentel, mais dans le sens où sa vie ne se structure pas autour de ça, ou est-ce au contraire un acte qui vient structurer son activité sociale, sa vie, sa biographie. Ça, c'est des choses peut-être qui posent question, qui ont été déjà réfléchies dans la psychopathologie. On pense aux distinctions qui ont été faites par le psychiatre
Claude Ballier, hein, sur la question des actes sexuels prévalents, contingents, etc. Une autre distinction qui me semble intéressante, c'est est-ce que cette violence est une violence qui s'inscrit dans une violence expressive, c'est-à-dire une violence dont l'enjeu est la démonstration symbolique, les enjeux symboliques, et en matière de violence sexuelle, on peut penser à toutes les actions de bizutage, qui sont des violences sexuelles parfois institutionnalisées et institutionnelles, et qui s'inscrivent parfois dans la construction d'une communauté, d'une dimension d'identité un peu virile parfois, et là on rejoint parfois cette idée d'une délinquance expressive, ou au contraire une délinquance souterraine, c'est-à-dire une délinquance qui est tue parce qu'elle est stigmatisée, parce qu'elle est honteuse, etc. Donc on n'est pas forcément sur le même type de structuration, si on est dans l'un ou si on est dans l'autre, on n'est pas forcément dans les mêmes logiques d'inscription dans la délinquance. Et puis, troisième élément, est-ce que c'est une dynamique individuelle ou collective? On pense souvent à la délinquance sexuelle comme une dynamique individuelle, ce qui est peut-être indépassable quand on prend en charge des patients ou des probationnaires, parce qu'on a face à un individu singulier avec son histoire, elle ne peut pas faire autrement, c'est pas un cas statistique, c'est une personne avec toute son épaisseur de sa vie, de sa biographie, de ses idées, etc. Mais il n'empêche que penser les violences sexuelles aussi comme une dynamique collective, c'est penser l'inscription de ces violences parfois dans une dynamique interactionnelle, dans une dynamique qui produisent parfois cette violence. Donc c'est peut-être cette spécificité qu'il faut penser. Et puis, ce que permet la résistance, c'est de penser le changement au-delà des interventions pénales ou professionnelles. Et c'est un peu l'objet de cette journée-là, ce qui nous a séduit aussi dans cette thématique-là, c'est que peut-être ça permet de décaler la responsabilité des professionnels aussi parfois dans le changement. Non pas de la réduire, non pas de la nier, mais peut-être de l'inscrire dans un ensemble d'éléments beaucoup plus vastes qui peuvent expliquer le changement. Je disais dans l'introduction, je vais terminer là-dessus, mais qu'on expliquait toujours le contexte des politiques publiques autour de la question de la récidive, de la dangerosité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a changé un peu de contexte sur la question des violences sexuelles, notamment autour de la question de MeToo, de tous les mouvements qui sont développés autour des hashtags, sur les réseaux sociaux, sur la dénonciation. Et je dirais quelque part, ces mouvements-là ont remis un peu l'église au milieu du village. C'est-à-dire, elles ont restitué l'économie des violences sexuelles dans un environnement d'interconnaissance, dans un environnement qui s'inscrit dans des rapports parfois de pouvoir, des rapports, on va dire, familiaux, etc. Et ils ont construit une figure de l'auteur de violences sexuelles qui est peut-être plus réaliste. Alors, on peut dire plein de choses sur cette figure, pourquoi certaines affaires sont mises en avant et pas d'autres, mais en tous les cas, une figure de l'auteur de violences sexuelles qui est peut-être plus réaliste par rapport à ce qu'on sait de l'économie générale de ces violences que celle du sexe psychopathe. Parce que les questions qui sont posées autour de MeToo, c'est la question des dynamiques collectives, des dynamiques sociales autour des violences sexuelles. Et puis, MeToo permet de penser des choses un peu nouvelles, peut-être des pistes de recherche sur la voie du changement. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir avec MeToo, c'est la mise en œuvre à la fois de sanctions infralégales et de sanctions extralégales. Les sanctions infralégales, ce seraient toutes les sanctions disciplinaires qui sont mises en place dans des universités, dans des hôpitaux, etc., par rapport à des personnes qui sont accusées d'agression ou d'harcèlement sexuel, et parfois, avant l'action judiciaire, il y a des procédures disciplinaires qui sont mises en œuvre. Il serait très intéressant d'étudier comment les institutions se sont saisies de cette question-là pour traiter des comportements déviants au sein de leurs propres institutions. Et puis les sanctions extralégales, c'est les sanctions symboliques. C'est des réputations qui ont été évidemment réduites à néant par le dévoilement des violences commises par les individus, célèbres ou non, qui ont commis ce type d'acte. Et tout ça permettrait d'interroger le changement. Est-ce que ça a eu un impact sur des comportements? Est-ce que la culture professionnelle dans les universités, dans les facs de médecine ou d'autres types de disciplines, est-ce que ça a eu un impact, le changement? Est-ce que les individus se sont désistés de certaines formes de comportements qui pouvaient s'apparenter à des agressions ou à du harcèlement sexuel, parce que le contexte, on va dire, les a poussés à changer? Autre chose par rapport à MeToo, c'est que l'intervention pénale peut être restituée dans l'ensemble de ces domaines-là, notamment autour de la question de la spécificité du stigmate des AVS. Le stigmate délinquant est un stigmate qui, dans certains lieux, peut être valorisé, ou à un certain âge peut être valorisé. Faire, être un trafiquant de drogue, être inscrit dans certains types de violence, peut être valorisé à certains âges, dans certaines interactions. Pour les AVS, les choses sont beaucoup plus compliquées. Le stigmate AVS procède par dévoilement, et on va dire être une spécificité à ce titre-là, et peut-être interroger dans l'effet qu'a le stigmate dans les parcours de résistance. Est-ce que c'est un obstacle, ou est-ce que c'est un point de départ pour ensuite changer les choses? Voilà les différents éléments qui nous intéressaient quand nous avons conçu le programme de cette journée. Et donc, on a construit un programme en invitant des personnes qui travaillaient en France ou ailleurs
en Suisse, notamment, sur ces questions de désistance, de manière générale sur la délinquance, et pour le traiter plus spécifiquement dans les discussions autour de la question de la délinquance sexuelle.